Que faire en cas d'erreur ou d'accident médical? On en parle ce matin justement avec notre invité Guy Doumbé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Audrey. Alors, un sujet assez délicat, hein. Nous allons aborder un sujet assez délicat avec vous ce matin. Sorry. Pardon. Un sujet assez délicat. Nous allons parler des accidents et des incidents en milieu hospitalier. Alors, je vais rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent que vous êtes juriste des hôpitaux et également président fondateur de l'association VIAM. C'est bien ça? C'est bien cela. Alors, juriste des hôpitaux, qu'est-ce que c'est exactement pour éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous regardent? Qu'est-ce que c'est? En quoi consiste votre travail? C'est quoi exactement vos tâches? Normalement, un juriste en milieu hospitalier est celui-là qui est effectivement l'interface entre les médecins, le personnel soignant et les malades. Généralement, en interne, le juriste des hôpitaux va, n'est-ce pas, mettre des outils juridico-médicaux en amont pour la prévention, les précautions à observer, bref, la gestion des risques de responsabilité médicale en milieu hospitalier. Et de l'autre côté, ce sera également celui-là qui va, lorsque une personne s'estime victime d'une erreur médicale et décide d'attaquer l'hôpital, bon, c'est cette personne-là qui va recevoir le malade pour essayer de l'écouter et même l'orienter, lui dire, bon voilà, conformément aux connaissances acquises ou actuelles de la science, nous pensons que votre dossier aurait du mal à aboutir parce que voilà ce qui a été fait, voilà ce que demande la déontologie, voilà ce que prévoit la loi. Et par rapport à ce qui vous a été fait, nous pensons que tout a été respecté. Bon, maintenant, la victime peut estimer que le juriste est peut-être en train d'occulter certaines choses parce qu'il défend l'hôpital. Et s'il décide d'aller devant, il sera libre de le faire. Mais généralement, lorsqu'il y a un problème, le juriste, c'est celui-là qui essaye d'abord de consoler le malade et l'amener vers une transaction, c'est-à-dire une conciliation. Avec l'hôpital concerné, oui. Avec l'hôpital concerné. Si la conciliation peut permettre que le conflit se règle, n'est-ce pas, de façon amiable, ce serait bien. Auquel cas, ce sera encore celui-là même qui donnera l'orientation et qui montrera les chemins à observer aux malades, en réalité. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet, hein, Guy Doumbé. Comment prouver une erreur médicale, ou mieux, comment faire reconnaître une erreur médicale? Comment ça se passe? Alors, comment faire reconnaître une erreur médicale? Il faut d'abord dire qu'une erreur médicale est un manquement fautif, n'est-ce pas, à la bonne marche scientifique d'un dossier de suivi médical. Et à la suite de ce manquement, il peut y avoir des conséquences graves derrière qui vont nécessiter que peut-être la victime porte plainte. Voilà, et selon qu'on est à l'hôpital ou en clinique, bon, les procédures vont être différentes, quoi. Concrètement, quelle est la conduite à tenir? Vous avez commencé à évoquer le sujet tout à l'heure, on y revient justement. Quelle est la conduite à tenir en cas d'erreur médicale? Là, je parle de la victime. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est-à-dire qu'on cherche à rencontrer un juriste des hôpitaux comme vous, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout à fait. Lorsqu'il y a un problème, effectivement, la victime peut saisir l'association et se fera accompagner par l'association, effectivement. Votre association? Mon association. J'en parlais tout à l'heure, l'association VIAM. VIAM, oui. C'est une association qui promeut les droits de malades et des victimes des incidents et des accidents médicaux. En gros, les erreurs médicales. Voilà. Donc, la personne qui estimera être victime d'une erreur médicale, d'un acte d'imprudence, ou d'un défaut de surveillance, ou d'une erreur de diagnostic ou de traitement, pourrait donc effectivement saisir la victime et saisir l'association, pardon, autant pour moi, et l'association se devra de l'accompagner, de lui montrer les voies et moyens, voilà, pour avoir réparation du préjudice subi. Justement, vous parlez de réparation. Vous qui avez l'habitude, est-ce que généralement dans ce type de situation, la victime est indemnisée? J'y arrive, généralement. Est-ce que la victime est indemnisée?
il faut dire... Je parle de notre contexte, puisqu'on est au Cameroun, dans le contexte camerounais, évidemment. Oui, le contexte camerounais... Comment ça se passe généralement? Le contexte camerounais, ce n'est pas un contexte isolé. Il faut dire que la médecine, il y a une seule organisation mondiale de la santé qui émet des avis et des recommandations. Il y a un code de déontologie qui est quasiment le même que celui en vigueur en France, par exemple pour parler du Cameroun. Et lorsque vous prenez le code civil, le code pénal, c'est exactement les mêmes codes. Nous sommes tous assujettis, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est-à-dire que quand on a été victime d'erreurs ou d'accidents médicaux, est-ce que généralement, vous qui êtes sur le terrain, vous qui êtes, vous qui êtes du métier, vous qui êtes juriste des hôpitaux, est-ce qu'en général, les victimes sont effectivement indemnisées? Parce que je pense que la victime devrait en principe être indemnisée. Bon, ça dépend. Je le disais tantôt, selon qu'on est à l'hôpital ou en clinique. Vous savez qu'on ne peut pas attaquer un démembrement de l'État, comme on attaquerait une personne privée, une personne lambda. Donc, selon qu'on est à l'hôpital, généralement, lorsque l'hôpital arrive à être conscient qu'il y a eu une erreur dans le suivi du dossier de la victime, en fonction de la gravité, on peut, n'est-ce pas, proposer une sorte de conciliation, une transaction. Généralement, lorsque ce n'est pas très grave, on peut aller jusqu'à effacer, n'est-ce pas, tous les frais d'hospitalisation et de traitement dépensés par la victime. Bon, maintenant, la victime, si elle estime qu'elle n'est pas satisfaite, n'est-ce pas, de cette solution-là, elle peut toujours envisager d'aller devant le juge et pas n'importe quel juge. Le juge administratif, parce qu'il s'agit de l'hôpital. D'accord. Et par contre, lorsqu'on est en clinique, bon, on n'est pas obligé de respecter toutes ces procédures-là, mais pour des raisons de bienséance, on peut toujours aussi adresser une correspondance, n'est-ce pas, au directeur, au chef d'établissement de la clinique, pour lui signifier les faits. Et lui dit que, bon, voilà, on a séjourné dans votre établissement de tel à tel jour, et voilà ce qui s'est passé. Est-ce que vous pourriez nous éclaircir un peu, éclairer sur ce qui s'est passé en réalité? Mais sinon, on peut très directement aussi porter plainte, soit dans un commissariat ou dans un poste de gendarmerie. Sans essayer de négocier. Bon, sans essayer de négocier. C'est-à-dire que tout dépend de la victime, en fait. Soit on porte plainte immédiatement, soit on essaie de trouver un arrangement avec l'hôpital concerné. Non, disons que quand on est à l'hôpital, on est obligé de respecter un certain type de règles. Oui, il y a un processus. Parce qu'il y a un processus. On va adresser une correspondance au chef d'établissement, au directeur de l'hôpital, pour effectivement lui présenter les faits. D'accord. Et on observe un temps d'attente pour avoir la réponse. La réaction, Bon, généralement, c'est les temps qui correspondent aux délais légaux d'appel, comme ça se fait en justice normalement. Et si l'hôpital ne vous répond pas, au bout de ce délai-là, vous relancez l'hôpital avec un autre courrier. Cette fois-là, ce sera avec une intention d'aller devant le juge administratif si l'hôpital ne fait rien. Vous comprenez? Alors, si l'hôpital estime, après avoir mis le dossier de la victime sur la table pour un traitement, pour un suivi avec un médecin conciliateur ou le médecin traitant même de la victime, l'hôpital peut estimer que, bon, là, quand même, il y a eu un manquement à un certain niveau et décider donc de proposer, n'est-ce pas, une transaction, une conciliation à la victime. Et une fois que la victime accepte la conciliation, elle ne pourra plus, après, effectivement, se dresser contre l'hôpital. Disons qu'avant, je pense qu'avant la loi de 2002, de mars 2002, il faut savoir que nous avons des conventions judiciaires avec la France depuis, je pense, depuis 1974. Voilà, depuis 1974. Donc, on peut s'inspirer d'un cas qui s'est posé en France pour demander, dans les mêmes conditions, réparation, demander justice, n'est-ce pas, au Cameroun. Donc, je disais, si la victime accepte donc cette conciliation, elle ne pourra plus, après, même si elle se rend compte que ce qu'on lui a proposé n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'elle avait espéré, elle a subi. Voilà.
Sinon, dès le départ, si elle refuse, ben voilà, on lui montre les voies de la justice. Les voies légales. Hein. Voilà, oui. les voies légales. Oui. C'est-à-dire saisir le juge administratif et chercher, demander à avoir réparation. Oui. Bon, maintenant, la faute aussi, ça dépend. Hein. Si par exemple c'est une faute pénale, médicale pénale, d'accord, il faudrait que certaines conditions soient remplies. Il faudrait que, effectivement, alors les faits qui sont reprochés, soit au médecin, soit à l'hôpital, soient prévus par un test réglementaire. D'accord? Ou alors que les faits qui sont reprochés soient effectivement prévus par le code pénal. Oui. Et à ce moment-là, si toutes ces conditions sont remplies, effectivement, il y aura condamnation et au bout, il y aura indemnisation. Oui. Voilà. Mais si les faits ne sont pas suffisamment étayés, ou alors s'il y a un doute ou une certitude, le juge d'instruction sera obligé d'ouvrir une enquête pour avoir beaucoup plus d'éléments. Oui. Et l'enquête, l'instruction en elle-même peut aboutir soit à un non-lieu, s'il n'y a pas suffisamment d'éléments, ou alors aboutir effectivement à une condamnation et au bout, une indemnisation. Sur le plan civil, il faudrait effectivement que la triade de responsabilité soit remplie, c'est-à-dire que les trois conditions qui peuvent constituer effectivement la faute, c'est-à-dire qu'il y a un dommage, il y a la faute en elle-même et il y a un lien de causalité entre le préjudice subi et le dommage, la faute faite par le médecin. Et lorsque ces conditions sont donc remplies, effectivement, on va aboutir à une condamnation et au bout, il y aura forcément une indemnisation. D'accord. Il peut aussi arriver qu'il y ait effectivement un dommage, mais qui n'a aucun lien avec l'acte du médecin. Oui. Et du coup, nous serons face à l'aléa, à un aléa. Oui. Et l'aléa est-il indemnisable ou condamnable? Non. D'accord, je crois que voilà qui est clair. Si vous êtes victime d'erreurs ou d'accidents médicaux, oui, vous savez désormais quelle est la conduite à tenir. Je pense que Guy Ndoumé nous a assez édifié ce matin sur le sujet. Merci d'être venu. Je vous en prie, merci, c'est moi. Voilà. Il est 8 h, on va prendre la deuxième session d'information de la journée, le journal en langue anglaise présenté par Primera Jones Agbor. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.